Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réagir aux avis concernant le film Frankenstein de Guillermo del Toro / Netflix, donc qui est sorti le mois dernier je crois. Bon, c'est un film que j'ai trouvé sans plus, j'ai mis 6 sur 10. Après moi je suis fan de Guillermo del Toro, je crois que j'aime tous ses films, plus ou moins divers degrés, mais il y en a beaucoup que je trouve que ce sont des chefs-d'œuvre. Et bon, ce n'est pas le cas de ce Frankenstein, et voilà, pour vraiment dire mon avis là, global. Bon, déjà, on est sur un récit hyper connu, non seulement dans la culture populaire, au cinéma, dans les références, parce que ça a été, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme Moby Dick ou Le Magicien d'Oz. Ce sont des œuvres qui ont eu énormément de relecture, et Frankenstein, notamment par Guillermo del Toro, donc, qui a un peu basé sa carrière là-dessus, en racontant des histoires et des récits sur des frics. Moi, j'aime bien que ce soit des relectures et pas forcément refaire l'œuvre originale, même s'il y a une certaine logique de revenir à l'œuvre fondatrice. Mais voilà, il faut apporter quelque chose, et je trouve que ce Frankenstein n'apporte rien à part de moderniser visuellement. C'est un film de 2025, avec les acteurs, etc., qu'on connaît maintenant, donc ça peut parler aux nouvelles générations plus que les vieilles adaptations. Mais voilà, en fait, c'est un espèce de... J'ai l'impression de voir un espèce de best-of de Guillermo del Toro, parce que ben voilà, ce côté frics, c'est toute sa carrière en fait qui a été basée là-dessus. Même dans Blade 2, qui est une adaptation d'un comics, il a réussi à placer ça avec le personnage de Nomak. Mais aussi la durée de 2h30, ce qui fait que c'est peut-être le seul Del Toro que j'ai plus envie de revoir, alors qu'il y a des films de Del Toro que je trouve pas extraordinaires, hein, comme Chronos ou Crimson Peak, mais c'est des films que je peux revoir quand je me refais la filmo de Del Toro, je les remets volontiers, mais on va essayer de le défendre quand même sur certains points. Je trouve que bon, un film moyen de Del Toro, c'est quand même au-dessus de 80% de la production de blockbusters américaines là, qu'on a eu cette année avec les films Marvel ou DC Comics, ce genre de conneries. Donc voilà, je vais quand même trouver des qualités. Et il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre chez Guillermo del Toro. Donc on va commencer par une critique. Je vais commencer par prendre... Alors la pire critique, tac, un 3 sur 10. C'est une critique de Plume 231. Dès les premières minutes, ça sonne faux, j'ai su tout de suite que ça n'allait pas le faire. Les décors alternent sans la moindre harmonie entre fond vert criard, CGI dégueulasse. Je préfère ne pas insister sur les loups apparaissant lors de l'épisode du vieil aveugle. Donc effectivement, moi aussi j'ai trouvé pour du Del Toro, alors ça alterne de très beau, je pense que quand même 70% du film est assez beau. Il y a souvent des éclairages, je crois qu'il y a des scènes d'éclairage naturel, notamment dans les scènes dans les châteaux, tout ça, quand il y a un repas, il me semble, c'est une scène éclairée par les lumières du jour. Globalement, les décors, ils sont très très beaux, ils sont assez magnifiques. Les costumes, magnifiques aussi. Les maquillages, tout ça, c'est vraiment très chiadé, vraiment très bien travaillé, comme d'habitude chez Del Toro. Les décors, c'est très très important. Il fait vraiment des détails dans les décors qui racontent quelque chose presque en parallèle du film. D'ailleurs, si vous avez le Blu-ray de La forme de l'eau, il y a un bonus là-dessus qui parle de ça, et il y a vraiment des trucs. Il insiste vraiment sur le détail. Et je pense que bon, il est de l'école Hammer Film Universal, donc encore une fois, ça rejoint aussi le fait qu'il y ait une logique qui fasse Frankenstein, mais où il y avait toujours ce sens du beau cadrage avec les décors qui étaient au millimètre, les objets, les accessoires, etc. Donc pour ça, je pense que c'est parfait. Après, lui, il parle des CGI dégueulasses. Ouais, des fois, il y a des éclairages, notamment une scène où il y a un plan large devant un château, avec le soleil qui éclaire le château. Et des fois, je sais même pas en fait si c'est du CGI ou si à la base c'est du naturel, mais qu'il y a une photographie qui te rend ça vraiment fake un peu. Et du coup, ça me sort un peu du film. Et donc, il y a ce fameux plan là devant le château. Je me suis pas renseigné pour savoir si c'était un vrai éclairage et qu'ils ont attendu vraiment le moment pour que le soleil fasse cet effet-là, mais je trouvais que ça fait, contrairement à ce dont je parlais tout à l'heure, les scènes de repas dans le château avec l'éclairage naturel qui était assez magnifique. Là, j'ai trouvé que ça me sort du film en fait, parce que je me pose la question au lieu d'être dans le film. Et c'est pour ça que je rebondis de suite sur cette phrase là. Il parle des CGI aussi. Moi aussi, les loups, tout ça, j'ai trouvé ça très très moche. Donc en fait, le film alterne avec du Guillermo del Toro pur, c'est-à-dire rien qui est fake, tout doit être sur le plateau, l'amour du cinéma et de l'artisanat, du cinéma de genre, notamment avec la créature de Frankenstein, qui est quasi parfaite, on va dire. Et puis ça alterne avec ça, là, des CGI pourris, des décors, des fois tu sais pas si c'est vrai ou si c'est faux.
des plans fake avec des fonds verts. Je suis désolé, mais j'accepte pas ça. Si tu m'écoutes, Guillermo, je n'accepte pas ça venant de toi. Tu es l'un des derniers, justement, à ne pas céder à ces bouillies visuelles. J'ai été déçu de voir ça dans Frankenstein, franchement. Je reviens sur Crimson Peak. C'est un film que je peux regarder juste. C'est pas une histoire fantastique, c'est pas un scénario, une trame géniale, mais je peux le mettre. Franchement, je peux le mettre juste pour regarder les décors et m'imprégner de tout ce qui est dans le film. Là, Frankenstein, t'as moitié la réussite de Crimson Peak, et peut-être pas moitié-moitié, mais t'as une grosse partie en fait qui te sort du film et qui est vraiment en mode bouillie visuelle CGI hollywoodienne qui tire le cinéma vraiment vers le bas, et qu'il faut vraiment, justement, il faut des mecs comme Guillermo del Toro pour éviter ça, quoi. On revient sur le texte. Je préfère ne pas insister sur les mots. Avec des mouvements saccadés dignes d'un jeu PlayStation 2. Ouais. Alors, attends, je vais lire parce que sinon je vais jamais... j'allais rebondir sur autre chose. Et quelques extérieurs réels, créant ainsi un patchwork visuel sans cohérence. Le bateau pris dans les glaces du prologue avec ses effets numériques, soulignant que Hollywood a fortement régressé dans ce domaine depuis de trop de nombreuses années, n'être pas entré dans le film. À savoir que le bateau, moi j'ai vu sur Twitter un extrait d'une interview de Guillermo del Toro, c'est un vrai bateau. Il a voulu un vrai bateau, il a imposé à Netflix qu'il voulait un vrai bateau. Je rebondis encore là-dessus pour la PlayStation 2 parce qu'il y a quand même des scènes, on pourrait me dire oui, mais dans Blade 2, du même del Toro, il y a des scènes comme ça, avec des images de synthèse très très moches et mal filmées parce que ça cache pas l'image de synthèse, justement. On voit très bien que c'en est. Pareil chez Sam Raimi, qui est un des plus grands réalisateurs aussi de blockbuster. Il fait des doublures numériques pas très belles dans les premiers Spider-Man. Ok, mais on était en 2002, quoi. Là, on est en 2025. Alors, ça reste des défauts, peu importe l'année où ça sort. Hein. Mais là, quand même, même les deux films que j'ai cités, Spider-Man et Blade 2, à part ça, il y a des costumes Nomak, genre les Reapers, ils sont magnifiques. Là, quand ils ouvrent leur gueule et tout, c'est un art c'est juste ça, c'est du chef-d'œuvre. Pas plus de cette idée de faire parler Victor, jeune, et sa mère en français, une langue qu'aucun des deux acteurs, les interprétants, ne maîtrise un tant soit peu. Ok, bon, je passe là-dessus, j'ai rien à dire là-dessus. La musique ne contribue pas non plus à élever le niveau, étant à plusieurs reprises d'imiter Danny Elfman, mais sans en avoir le talent, ni l'originalité, ni la fantaisie, ni la puissance mélodique. Résultat, un accompagnement fade, sans ampleur, qui se contente de souligner bien platement, sans jamais sublimer. Qui a composé cette merde ? Ah oui, ce nulos ultra méga surestimé d'Alexandre Desplat, ou Desplat, je sais pas comment ça se dit, m'étonne pas. Une IA aurait pris sa place, alors il faut beaucoup mieux. J'ai aucun souvenir des musiques du film, il n'y en a aucune qui m'a marqué. Après, moi, je prends quand même la défense d'Alexandre Desplat. Des plats, je sais toujours pas. Je trouve que moi j'adore la musique de La Forme de l'eau et la musique de Clo-Clo d'Emilio Siri. Donc pas les musiques de Claude François, hein, mais il y a des musiques originales dans le film. Après je sais plus trop ce qu'il a fait comme autre film, mais juste pour ces deux films, pour moi, je vais pas lui cracher dessus, quoi. Alors il fait le parallèle avec Danny Elfman, c'est intéressant parce que j'ai relevé, en fait, on parlait des influences du Frankenstein de Mary Shelley, du bouquin, et une des influences les plus connues, c'est Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, donc avec les musiques de Danny Elfman. Et voilà, par rapport à ça, j'ai l'impression que Del Toro, en faisant ce film, il se renferme trop dans... Un peu comme Tim Burton a dû se renfermer un peu, et quand il a fait autre chose, on l'a un peu dénigré. Et là, c'est pareil, on dirait que je trouve ça dommage qu'il ait fait ce Frankenstein Del Toro, comme si c'était ok, tu dois faire ça parce que c'est ton truc et tu restes là-dedans. Et alors que je trouve que le précédent Nightmare Alley, il se détachait, même s'il y a beaucoup de thématiques qui sont du Del Toro, on va y revenir parce que ça se rapproche de ce Frankenstein. Mais le Nightmare Alley, il partait dans un truc vraiment différent, car très réaliste en fait. Et apparemment ça a fait un gros bide, et donc voilà, Del Toro est obligé de revenir à un truc en mode ah ok, je te fais Fricks mélangé avec La Belle et la Bête, etc., comme je l'ai fait 10 fois avant. Voilà, c'est dommage. C'est pour ça que je trouvais le parallèle avec Tim Burton intéressant. Alors donc on va continuer à lire. Sinon, Guillermo del Toro, décidément capable du meilleur comme du pire, ici le pire. Bon, pour moi c'est pas le pire, hein. Pire, c'est violent quand même, hein. Reprend globalement la trame du roman de Mary Shelley, mais y greffe un aspect romantique raté vu comment il est mis en scène. L'histoire d'amour entre la Belle et la Bête ne convainc jamais, en partie faute de temps et donc de scènes permettant de bien la développer. En outre, Mia Goth, je sais pas comment ça se prononce,
Dans le rôle de la belle, pourtant capable d'offrir une expressivité et une intensité incroyable à ses performances, elle a prouvé d'une manière flamboyante chez Ti West, notamment dans Pearl, se retrouve ici déplorablement sous-employée, figée dans un emploi sans épaisseur. Totalement d'accord avec ça, le Mia Goth, catastrophique son perso, catastrophique, et pourtant c'est elle qui emmène tous les enjeux qui vont faire que Victor va détester sa création, et que sa création va se détester elle-même, et donc pas à la hauteur de séduire une personne comme Mia Goth. Alors, l'actrice est vraiment bien, elle a une tête vraiment à jouer dans ce genre d'époque, on va dire. Il y a des acteurs comme ça, on se dit, ils sont faits vraiment pour jouer dans ces époques-là, et d'ailleurs, Jacob Elordi, pareil, même si là, il est grimé en Frankenstein, mais de base, il a une tête à jouer un rôle, il aurait pu jouer un autre rôle dans ce film facile, avec les costumes qui leur vont nickel à ces acteurs pour ce genre de rôle. Mais là, c'est en fait, c'est ce que je reproche au film. En fait, le film, il fait 2h30, il te reprend un récit qui a été refait 50 fois et qui est très classique. Hein. Et en fait, tu as toutes les étapes qui s'enchaînent, nickel, elles y sont, mais aucune apporte de l'émotion ou de la surprise ou quoi que ce soit qu'on attend du cinéma, quoi. Mais malgré la longueur et la durée du film, ça semble expédié, en fait, ces étapes. Elles sont cochées, encore une fois, mais elles sont présentes, mais sans substance. Bon, je spoil, hein, mais quand elle se fait tuer, c'est... Ouais, ok, bon, elle est morte. Ok, on sait que Frankenstein, il va être énervé, il va poursuivre Victor parce que c'est sa faute. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a une scène absolument ridicule, un dialogue où le frère de Victor Frankenstein, qui était le mari de Mia Goth, donc au moment où elle se fait tuer, et lui il se fait blesser aussi, je crois qu'il meurt juste après de ses blessures, et il dit à Frankenstein, en fait c'est toi le monstre. Et ça j'ai des frissons de honte, parce que j'ai envie de dire, sans déconner, ah ouais sérieux, putain, je savais pas, hein. C'est pas comme si tu avais fait 26 films avant sur ce sujet, et que ça faisait 100 ans que le cinéma parle de cette thématique, quoi. Je comprends pas, venant de Del Toro, je comprends pas cette erreur-là, quoi. C'est raconte-moi Frankenstein, mais pour les gogoles. Autrement, pour ce qui est d'Oscar Isaac, lui paraît étrangement absent, privé d'incarnation. Son Victor Frankenstein, ramené à un traumatisme paternel simpliste, n'a rien du démiurge tourmenté et complexe. Bien plus intéressant et profond, imaginé par Shelley. De plus, l'acteur n'a aucune alchimie avec Mia Goth. Donc, en fait, Mia Goth, elle a aucune alchimie avec personne. Oscar Isaac n'a aucune alchimie avec personne. Personne n'a d'alchimie avec personne dans ce film. Ah oui, je vois qu'il parle de Christopher Waltz. Je ne veux même pas en parler, en fait. Après, les acteurs jouent bien, hein. De toute façon, on va pas... Je pense qu'il n'y a pas de problème avec les acteurs hollywoodiens, de toute façon. Au moins, un seul truc qu'on peut pas reprocher à Hollywood, c'est qu'au niveau acteur, au niveau acting, c'est toujours le haut du panier. Hein. Donc ça, je vais passer dessus, je vais pas en parler, mais je vais revenir sur Oscar Isaac, mais pour son personnage. Parce que son personnage aurait pu être intéressant, parce qu'en fait, je parlais de Naïd Maraley tout à l'heure, et ce qu'il a fait avec Naïd Maraley, je crois qu'il n'avait pas fait avant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce film, parce qu'il a fait d'une façon parfaite. C'est que donc il fait des films de Freaks où donc le monstre est en fait le gentil et l'humain et le méchant. Et là, il a carrément fait une espèce de Begins de ces humains qui étaient des méchants à chaque fois dans ses films, dans Labyrinthe de Pan, dans Les Chines du Diable, dans La Forme de l'eau, etc. Là, il a vraiment centralisé là-dessus. Il a fait un Begins plus un film vraiment sur le monstre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Freaks dans Naïd Maraley. Et le film est vraiment très, 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 très dark. Pour du Del Toro, c'est vraiment surprenant que le film soit aussi dark. Je me souviens que la scène de fin, juste le dialogue final, il m'avait collé les frissons parce que c'était vraiment d'une noirceur absolue. Et là, je pense que c'est intéressant parce qu'il a voulu faire... Là, il a coupé en deux son film. En fait, il a fait Frankenstein, le Victor Frankenstein, l'humain, qui a son Begins, qui devient méchant, qui devient quelqu'un de malfaisant, et la partie avec le Freaks. Donc c'est super intéressant sur le papier, mais voilà, comme elle dit la personne, là, sur la critique, c'est light, hein. Le perso, on comprend pas, quoi. Il vrille, on voit qu'il a un problème paternel. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chez Del Toro, la figure paternelle avec les frics et les héros, elle est toujours bienveillante chez Del Toro. Que ce soit dans Hellboy, Pacific Rim, Blade 2. Et par contre, quand il parle d'humains qui vont devenir des gens horribles, il y a toujours un problème avec le père. C'est pareil dans Naïd Maraley et c'est pareil dans ce film-là. Donc ça, c'est intéressant aussi, mais voilà, c'est... Le problème, c'est que voilà, on connaît déjà les enjeux du film avant de le voir, donc on est là en simple spectateur, mais il n'y a aucune immersion. Je me suis pas accroché à ce personnage parce que, en plus, je sais pas, on sait même pas pourquoi il devient super méchant, quoi. Enfin, t'as des scènes où
on dirait que c'est du coq à l'âne, quoi. Il passe, le mec, il devient une terreur comme ça. On dirait qu'il n'y a même pas d'évolution, mis à part qui montre son enfance, quoi. Je rappelle qu'il est censé être attiré physiquement et sentimentalement par la jeune femme jouée par la comédienne, ce qui n'est pas réciproque, je le sais. Et à l'exception d'un seul, vous avez deviné facilement qui, je vais en parler plus loin, les autres comédiens ne sont pas gâtés, point de vue consistance. Donc Christopher Waltz, extrêmement brillant, semble abonné dans son après Tarantino au rôle médiocrement écrit. Ouais, bon, pour Christopher Waltz, ils auraient pu prendre mon dentiste pour jouer ce rôle, c'était pareil. Hein. Il apporte rien au film, hein, que ce soit l'acteur ou son personnage. Alors Guillermo del Toro a toujours été fasciné par les monstres, ceux qui n'en sont pas vraiment et ceux qui en sont vraiment, mais qui n'en ont pas généralement l'apparence extérieure. En effet, chez lui, le mal ne réside jamais chez les êtres fantastiques, mais dans la cruauté bien humaine des vivants. Si vous connaissez un minimum la filmographie du réalisateur, je ne vous apprends rien de nouveau. C'est ce qui fait la force par exemple du Labyrinthe de Pan ou de l'Échine du Diable, dans lequel l'horreur surnaturelle servait magistralement à mettre en lumière la cruauté du monde réel. Son Frankenstein, le traitement de cet aspect thématique est un échec, parce que comme susmentionné, l'histoire d'amour n'est pas bien creusée et aussi parce que tout est appuyé et démonstratif. Cela ne fonctionne pas, là, Del Toro insiste 2-3 fois bien lourdement par le dialogue. Cette séquence débile avec le frère cadet, putain. Oh putain. Bon bah, du coup, on est d'accord, hein. Pour que l'on comprenne bien que le véritable monstre, c'est Victor lui-même. Ouah, sans blague, on n'aurait jamais deviné par soi-même. Putain, c'est... Oh là là, culte. Merci de nous prendre pour des cons, Guillermo. En conséquence, on se retrouve face à un film qui explique son propre message au lieu de le faire ressentir. Alors, Del Toro n'a jamais été très fin, mais là, on est au summum de la connerie, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Je veux bien que ce soit pour Netflix, mais un peu de sérieux pour les spectateurs, quoi. Heureusement qu'il y a Jacob Elordi, dont le maquillage est réussi, l'autre rare aspect positif de l'ensemble, qui est le seul à tirer son épingle du jeu. Sa créature dégage une vraie émotion, par ses postures, par ses regards, contrastant avec la fadeur du reste du casting, desservi par l'écriture, il est vrai. Lui semble habité, conscient du rôle qu'il porte, dommage que le reste soit indigne de son talent. Alors là, complètement d'accord, hein, sur l'acteur qui arrive vraiment à faire passer des émotions alors qu'il a un gros maquillage sur la tête, on voit même pas sa gueule, quoi. C'est vraiment tout dans le regard. Mais bon, on sait que Del Toro c'est un boss pour ça, hein. Ne serait-ce que Luke Goss en Nomak ou en Prince Nuada ou Doug Jones en Abbé Sapien dans Hellboy et dans La créature de la forme de l'eau, on sait que ça il sait gérer. Toujours des acteurs fabuleux pour faire les créatures. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'en fait, le film la narration, c'est Victor Frankenstein, donc Oscar Isaac, qui est en voix off. Et en milieu de film, ils vont se rejoindre, les deux personnages. Et là, on va avoir l'histoire de Frankenstein, donc c'est Jacob Elordi qui va prendre la place du narrateur. Et voilà, là où c'est fort, c'est que cinématographiquement parlant, en fait, il rend vie à la créature. Par le récit, par le scénario, par la structure scénaristique. La créature prend vie à travers le cinéma, en devenant le narrateur de l'histoire et le héros de la deuxième partie. Ça donne ce côté tangible à la créature et qui va devenir quelqu'un pour lequel on va avoir de l'empathie. Donc on va prendre une critique très très positive, c'est un 9 sur 10 de Abscondita. Donc cette personne nous dit « Avec Frankenstein, Guillermo del Toro réalise l'un de ses rêves. La créature née de l'imagination, Mary Shelley, est avec Pinocchio l'un de ses personnages fétiches. » Il parle de ses rêves. Les rêves de Guillermo del Toro, qu'est-ce que j'ai pensé ? C'était quoi le rêve de Peter Jackson ? C'était de faire King Kong. Et King Kong, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait qu'on aime ou pas, hein, mais il a fait un truc... c'est-à-dire, on peut plus passer derrière, quoi. C'est-à-dire que c'est un spectacle, mais vraiment monumental. On sent que c'est son rêve et qu'il a miroité ça pendant des années pour sortir un tel blockbuster, quoi. Parce que le film, il est généreux à fond, quoi. Je me suis dit, mais Frankenstein, en fait, quand il commence... il y a une espèce de scène de baston, mais vraiment tu te dis, ah ouais, qu'est-ce que ça fout dans Frankenstein, la scène de baston. Et je me suis dit, ah mais putain, ouais, autant il a fait comme Peter Jackson, quoi. C'est-à-dire, il a fait un film Frankenstein, mais vraiment bourrin à la Pacific Rim ou Blade 2, quoi. Et là, putain, là, quand j'ai vu l'intro, je me suis dit, purée, ça va. Je me suis dit, ah, là, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Tout en étant respectueux du matériau de base, comme Peter Jackson avec King Kong. On sent qu'il aime, mais il a fait un machin complètement différent parce que ça part vraiment dans le gros bourrinage. Il a mis lui-même, en fait, il a mis il a mis son rêve, mais en même temps il a mis ce qu'il a travaillé entre temps avec des films comme Fantôme contre Fantôme ou Le Seigneur des Anneaux, où c'est des films qui envoient du pâté, quoi. Et là je me suis dit, Guillermo del Toro va faire ça avec Frankenstein pendant le premier quart d'heure,
Et non, non, c'est pas ça. Donc voilà. Ce nouveau film de mon réalisateur préféré n'est pas un film d'horreur, malgré son classement à la fois un film de romance qui n'a rien de fleur bleue et un film existentiel, une méditation sur nos représentations de l'autre et de nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est la thématique, elle est traitée. Voilà, est-ce que l'émotion elle passe? Pour moi c'est non, et je pense que c'était le plus important. On connaît l'affection du cinéaste pour les monstres, ces figures qui réhabilitent film après film. Dans Frankenstein, le véritable monstre n'est pas celui qu'on croit. Il n'est pas dans la créature, mais dans le regard qui la condamne. Del Toro voit la beauté là où n'est pas reconnu, il n'est ni fasciné ni prisonnier de la laideur. Il est attiré par la beauté, quelle qu'en soit la forme. Ici, elle prend plusieurs visages, celui de la créature, de son innocence, du vieil aveugle, de sa bonté, et celui d'Elisabeth, beauté parfaite, dont la pureté du cœur éclaire le film. D'ailleurs, Mia Goth joue la mère de... J'ai pas cherché le côté là, pourquoi c'est la mère aussi, le côté Oedipe ou je sais pas quoi, pourquoi elle joue la mère de Frankenstein aussi. À creuser. Le cinéaste met en scène avec une justesse rare le mécanisme psychologique de la projection. Un être sans cœur, comme le docteur Frankenstein voit un être sans cœur dans la créature, incapable d'entrer en relation, il ne perçoit que son propre vide. Les humains, je lis parce que c'est quand même intéressant de revenir sur les thématiques, même si pour moi les thématiques ne font pas un film, mais voilà, la personne elle s'est quand même emmerdée à écrire une belle prose, donc je lis, c'est toujours intéressant à avoir ça en tête, et peut-être ça peut faire réhabiliter le film à certaines personnes qui n'ont pas accroché plus que ça, mais voilà, les thématiques elles y sont, les étapes elles y sont, mais ça manque de liant, quoi, de faire, on dirait une espèce de... Il manque des pics d'émotion en fait, un côté un peu grand 8 dans ce film. Moi 2h30, il faut que ce soit un film choral, soit un film voilà, qui va se passer sur vraiment beaucoup d'années, etc. Mais un film comme ça, un peu resserré sur 2h30, c'est un peu compliqué. Hein, donc il faut vraiment essayer de rajouter du rythme et des pics. Voilà, un peu comme, encore une fois, je parlais de Peter Jackson, mais le côté grand 8. Et là, c'est un peu ronflant le film, en fait. Hein, c'est... Un homme bon, comme le vieillard aveugle, découvre en elle un ami et reçoit en retour amitié et secours. Tout le film devient alors une parabole sur le regard, sur les identités imposées, sur la possibilité d'un regard qui libère. C'est aussi un film sur l'enfance. La créature née d'un fabricateur plus que d'un créateur arrive au monde sans repère. Elle apprend à marcher, à servir le chaud et le froid, à nommer. Comme un enfant, elle est d'abord ouverte à tout. Il parle du créateur, ça c'est intéressant aussi parce que moi j'aime bien il y a quand même des scènes que j'aime bien au début. C'est que donc le créateur, Del Toro, est un cinéaste. Et au début, quand il veut créer sa créature, Victor, il fait des étapes de production cinématographique. C'est-à-dire qu'il va avoir des cadavres et des pendus, enfin des gens qui vont se faire exécuter, pour prendre les morceaux, les parties des corps, et c'est la phase de casting en fait. Après il fait du repérage, etc. avec son château. Après il fait le décor, décoration accessoire, tout ça, jusqu'à ce qu'il crée la créature. Il y a cette espèce de parallèle avec le cinéma, donc ça c'est vraiment pas mal, ça j'ai bien aimé ça. Frankenstein lui dit « Tu es un monstre » et finit par le croire. « Je suis un déchet. Le monde nous façonne ainsi, pourtant le regard de l'aveugle qui voit clair est bien différent. Je sais qui tu es, un homme bon et mon ami. » Ce regard sauve. La créature finit par refuser l'identité mensongère qu'on lui a imposée et renvoie le mot monstre à celui qui en est la source. Il y aurait tant à dire sur la densité de ce film. Par exemple sur la scène bouleversante où la créature découvre la nature et où les animaux seuls ne la craignent pas. C'est l'une des plus belles séquences de Del Toro où la pureté s'oppose à la peur. Ouais, la scène du cerf, mais pareil, c'est en CGI. C'est gênant, hein, c'est gênant. Hein. Parce que voilà, le problème à Hollywood maintenant, c'est qu'on te fait un CGI et on n'hésite même pas à te le filmer en plein cadre et en pleine lumière. Hein. On se dit pas, on va cacher ça avec un cadrage un peu, je sais pas moi, une contre-plongée avec un peu d'ombre ou quoi, pour qu'on capte pas trop que ce soit du CGI. Non, les mecs ils ont vu ça, ils ont dit ça passe, alors que tu vois très bien, tu sais très bien que tu le vois que ça passe pas en fait. Alors après il y a des problèmes, des contraintes et tout de temps, tout ça, hein, mais et l'effet spécial en soi il est magnifique. Si tu le mets dans un film d'animation où tout le tour comme ça est en effet spécial, il est magnifique. Le cerf et les loups ils sont très beaux, hein. Le boulot des techniciens il est super, mais quand tu mets ça dans un monde autour où c'est réaliste, un vrai monde, la vraie nature avec des vrais arbres, avec des vrais rochers, avec des vrais acteurs, tu vois que ça en fait. Tu vois, ton regard il est trop aspiré par ce défaut.
L'esthétique gothique somptueuse porte sa signature, même si la production Netflix tend à lisser certains aspects. Le cinéaste reste pleinement lui-même, ça oui on peut pas lui enlever puisque c'est encore une fois c'est un maxi best-of Guillermo del Toro. Son Frankenstein nous conduit après la souffrance et les ténèbres vers une lumière simple et apaisante, une paix sans mièvrerie, sans phare. Encore une fois, merci à Guillermo del Toro pour cette manière unique de raconter les blessures de l'humain avec l'intelligence et le cœur. Bah c'est beau quand même, moi j'aime bien comme texte. Non, je trouve que c'est un beau texte quand même. Donc en fait ce texte-là, c'est ce que j'ai ressenti sur la plupart des films de Guillermo et que j'aurais voulu ressentir sur ce Frankenstein. Je pense que là, il a vraiment bien défini ce que fait Del Toro d'habitude, mais pour moi, ça n'y est pas dans ce Frankenstein. Donc on va s'arrêter là. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me donner votre avis en commentaire sur ce film. Et aussi vous abonner si jamais vous voulez voir la suite des vidéos que je vais faire. Et puis je reviendrai sur soit un film, soit un jeu vidéo la prochaine fois, je ne sais pas encore. Allez, ciao!